Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux déjà. Et puis à chacun d'entre vous, j'ai déjà eu l'occasion pour la plupart, de parler un petit peu avec vous. Et ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter une dame absolument extraordinaire, humaniste et qui a de multiples talents. Et ce soir, elle vient vous présenter l'actualisation par les mouvements oculaires. Et je vais la laisser se présenter quand même personnellement parce qu'elle a un cursus dont j'en oublié la moitié. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier. Donc comme vous savez, ce soir je suis invitée par Didier, n'est-ce pas Michaud, que j'ai formé comme enseignant EMA à l'approche. Et je crois que certains d'entre vous ont déjà fait une formation d'ailleurs avec Didier. Levez la main. Oui, il y en a quelques-uns. Ça me fait vraiment plaisir d'être pour la première fois à Libourne. Donc, je fais un vœu. Il paraît que ça porte chance, toujours les premières fois. Et avec un beau groupe en plus. Donc, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous cette méthode qui est basée sur plusieurs choses que je vais vous parler ensemble. Il y en a combien d'entre vous qui font de l'accompagnement? Donc, soit du coaching, de la thérapie, technique d'accompagnement. D'accord, donc ça ne me surprend pas. Une partie du groupe aussi. Et j'espère qu'il y en a qui sont là pour eux, personnellement. Oui, là, tout le monde devrait lever la main. C'est la première raison pour laquelle on est ici ce soir. Commençons par soi-même. C'est déjà très, très bien. Donc, certains d'entre vous ont déjà entendu parler de moi. Comme Didier n'a pas fait une grande introduction, je ne ferai pas une grande introduction moi non plus, parce que je trouve que les CV sont très bien sur les sites internet et que vous pouvez très bien voir tout mon cursus et mon CV sur notre site web, la pnl.ca. Donc, voilà. Mais pour faire une histoire courte, ce qui m'emmène avec vous aujourd'hui, c'est pour partager cette approche que j'ai développée il y a déjà des années, certaines années, et que Didier a appris déjà depuis quelques années aussi, et utilise autant dans l'accompagnement avec sa clientèle que dans le domaine de la formation et pour lui-même. Je veux dire, moi-même, je l'utilise pour moi. Ça a été une des raisons pour laquelle j'ai développé cette approche-là, pour trouver quelque chose qui fait en sorte qu'on peut se l'auto-appliquer. Vous savez, dans le domaine de l'accompagnement, parce que moi aussi je suis dans le domaine de l'accompagnement comme certains d'entre vous, bien, il y a toutes sortes de philosophies. Moi, ma philosophie, c'est que j'aime que le client devienne autonome rapidement. Et je vois qu'il y en a plusieurs qui hochent de la tête, donc je vois que ma philosophie, il y en a plusieurs qui adhèrent aussi à ça. Oui. Monter le son? Ok, tu veux le monter, Didier? Tu vas être sûr de bien m'entendre. Voilà, parfait. Excellent, excellent. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a encore de la musique. Ah. Ah. Donc je vais faire le test, vous me le dites si c'est assez fort. Non, ça c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Donc est-ce que c'est bon? Ça va comme ça? On a augmenté le volume. Donc, sinon, rapprochez-vous. Voilà, l'autre solution, c'est de mettre les chaises un peu plus proches. Donc, il n'y a pas de problème pour moi si vous voulez rapprocher les chaises, si jamais vous entendez plus ou moins bien. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que dans le métier d'accompagnement, et ça fait plus de 30 ans que je fais de l'accompagnement, donc je reçois des gens en consultation, bien, il y a cette philosophie que moi j'apprécie beaucoup, qui est que le client soit autonome le plus rapidement possible. En fait, c'est lui redonner son propre pouvoir. C'est faire en sorte que le client ne donne plus le pouvoir aux autres. Voilà, selon dans quelle direction vous voulez voir les choses. Et il y a très longtemps de ça, donc là je remonte, il y a plus de vingtaine d'années, bien, en consultation avec des clients, je me rendais compte, en les regardant, que figurez-vous, vous allez dire, Isabelle, quelle révélation tu as eue, que les yeux bougent. Yes! Mon Dieu Seigneur, c'est incroyable. Mais ce que j'ai réalisé, c'est pas uniquement que les yeux bougent, mais que ça peut vouloir dire quelque chose. C'est plutôt ça, en fait. Et comment les yeux peuvent bouger pour emmener les gens à trouver des solutions, à résoudre des choses, à changer, et à être mieux avec eux-mêmes. Tout ça par les yeux, imaginez. Pas besoin de trop parler, ça c'est très bien, parce
parce que des fois, on n'a pas envie de tout raconter. Mais à travers ce mouvement-là, il se passe des choses intéressantes. Quand j'ai pris conscience de ça, donc il y a plus de 20 ans déjà, en consultation avec des clients, quand les gens me parlaient, quand j'observais, je calibrais les clients, donc je les observais, je voyais que dans certaines situations, les yeux allaient dans un endroit, quand ils parlaient d'autre chose, les yeux bougeaient dans un autre endroit, et ça m'a amené à me poser des questions sur qu'est-ce qui se passerait si on demanderait à la personne volontairement de faire certains mouvements au niveau des yeux. Parce que ce que j'ai observé à l'époque, c'est que quand un client était en train de faire une résolution, donc les gens qui font l'accompagnement, vous comprenez ce que je veux dire, les autres, vous avez une bonne idée aussi. Donc la personne, elle vit quelque chose, donc il y a une émotion par exemple, elle a une grande prise de conscience, et là, pouf, il y a une libération qui se met en place. Et elle est en train de régler quelque chose qui était bloqué ou engrammé, limitant pour elle. Et au moment où ça se passe, je remarquais que les yeux allaient dans certaines directions, où ils n'étaient pas allés juste avant. Donc c'est comme si, quelque part à l'intérieur de nous, on a accès à certaines zones, et ces zones-là font en sorte qu'on peut solutionner, libérer, changer, installer des ressources. Et pendant plusieurs années, j'ai fait des tests. J'ai dit, ok, donc j'ai testé avec mes clients, on a expérimenté ensemble, qu'est-ce que ça donnait de faire tel truc, telle autre chose, et j'ai vraiment pris le temps de bien observer. Ce qui m'a amené par la suite, il y a à peu près une quinzaine d'années déjà, à dire, ok, il y a quelque chose d'intéressant que les clients en consultation vivent, ils me disent ce qu'ils ont vécu et qui dure dans le temps. Donc, j'ai partagé ça, cette connaissance-là, avec des gens que je formais en psychothérapie. Donc, je formais à l'époque des psychothérapeutes, des coachs aussi, mais des psychothérapeutes. Et dans les formations de psychothérapeutes, je montrais l'approche donc aux futurs intervenants, aux futurs accompagnants, pour qu'ils expérimentent entre eux. Et je leur ai demandé de le pratiquer avec leurs clients et par la suite de me dire les résultats. Donc là, on était encore dans le stade d'expérimentation, si vous voulez. Moi, j'avais déjà expérimenté avec mes clients, mais ce n'était pas suffisant. Je voulais valider, vérifier, parce que peut-être que c'était juste avec moi tout ça, allez savoir. Donc je voulais m'assurer que ce n'était pas juste avec moi ou pour moi, mais que c'était reproductible, qu'une fois qu'on comprend le processus, qu'on peut le réappliquer, et le réappliquer assez facilement en fait. Donc j'ai enseigné plusieurs formations de psychothérapie pendant quelques années. Les gens ont testé et tout le feedback que j'ai reçu de ces gens-là qui, eux, l'ont utilisé en accompagnement avec leurs clients a toujours été vraiment, vraiment intéressant comme retour. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, là je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Moi je l'avais testé, mes clients l'avaient testé, ils me l'avaient validé, d'autres thérapeutes le valident, l'ont utilisé avec leurs clients, on a du feedback sur tout ça. Et avec toutes ces rétroactions de différentes personnes, là j'ai commencé à préparer la formation donc de IMO, EMA en anglais, Eye Movement Actualization, en français actualisation pour les mouvements oculaires. Parce qu'au départ, mon intention, c'était pas uniquement de l'utiliser en accompagnement avec des clients, ça c'était bien, mais mon intention dès le départ était comment est-ce que une personne peut se l'auto-appliquer, l'utiliser pour elle. Et après l'avoir testé donc avec des patients, avec des clients, dans différents contextes, dans différents styles psychothérapeutiques, là j'ai décidé de créer ce cours pour le grand public. Et c'est aussi ce que Didier enseigne, donc les niveaux 1 et les niveaux 2 de EMA, qui sont faits pour le grand public. Donc à la base, la philosophie en arrière de l'approche, c'est redonnons les ressources à la personne, que la personne utilise son propre pouvoir, qu'elle soit autonome et qu'elle puisse le réutiliser et apprendre elle-même, et aussi qu'elle a accès très rapidement à ce qui se passe à l'intérieur d'elle. En d'autres mots, moi j'ai été formée et j'enseigne aussi sur le plan international l'hypnose, entre autres l'hypnose ericksonienne, la PNL, la programmation neurolinguistique, le coaching, voilà. Donc ce sont des disciplines que j'enseigne depuis des années. Et dans ces disciplines-là, surtout avec l'hypnose par exemple, bien, on va ramener l'inconscient. C'est-à-dire qu'on part du principe
que certaines personnes veulent changer. C'est-à-dire qu'ils ont une intention, une volonté analytique ou mentale, mais que pour toutes sortes de raisons, il y a quelque chose à l'intérieur, des fois, qui les empêche. Ou l'inverse. Ou l'inverse. L'inconscient, lui, il est prêt, il pousse, vas-y, mais le mental ou le conscient volontaire lui dit non, je ne suis pas prêt. Non, c'est pas le bon moment. Non. Donc, dans cette approche avec l'être intérieur, qu'on appelle aussi l'inconscient, moi j'avais appris depuis des années à faire en sorte de laisser émerger ce qui est là. Et en hypnose, il y en a d'entre vous qui font de l'hypnose? Ok, quelques-uns. Donc, en hypnose, et là je ne parle pas uniquement de l'auto-hypnose, mais en hypnose, en accompagnement, normalement, c'est le client qui s'assoit. On évite de le faire trop allongé, parce que sinon il risque vous allez partir trop loin, dormir. Donc, confortable, mais quand même pas trop confortable. Et c'est l'intervenant qui parle. Donc, comme par exemple, installez-vous confortablement en ce moment et laissez émerger à l'intérieur de vous ce qui est à émerger en toute sécurité et confiance. Voilà. Hein? Donc, on parle, et on parle pendant un certain temps, et ce qu'on a à dire, c'est des messages pour réactiver les ressources inconscientes à l'approche de Milton Erickson, qui était psychiatre, qui lui disait, dans chaque être humain, il y a les ressources nécessaires à tout changement. Et donc, Milton allait rechercher ces ressources-là. Ce qu'il faisait, je vous parle de ça parce que c'est comme à la base aussi de l'approche que j'ai développée, ces philosophies-là, cette façon de penser. Milton Erickson, psychiatre américain, qui demeurait en Arizona, qui est décédé aujourd'hui depuis plusieurs années, ce qu'il disait, Milton, c'est qu'en chaque être humain, il y a, et je vais le dire en anglais, un inner master, un maître intérieur. Pour lui, l'inconscient, c'était l'équivalent d'un maître intérieur, c'est comme ça qu'il l'appelait. Et cet être intérieur-là, il a la possibilité de ramener au conscient, si le conscient est bien sûr d'accord, toutes les compétences et capacités qu'on a acquises depuis qu'on est enfant. Donc Milton partait du principe, et c'est pour ça qu'il a dit qu'à l'intérieur de nous, on a toutes les ressources nécessaires à tout changement. Là, on parle de ressources intérieures, bien sûr, on ne parle pas de l'argent. Ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que par une activation de l'état de transe, donc en ramenant la personne à être dans son être intérieur, on peut demander à l'inconscient, par des techniques comme la régression, pour les personnes qui connaissent ça, on va ramener une expérience vécue où la personne avait déjà développé une compétence clé. Et en la réactivant, cette compétence-là, ou cette ressource, cette force, ben, on peut ensuite la généraliser à d'autres contextes ou à d'autres situations. Donc, laissez-moi vous donner un exemple. Ce que Milton Erickson faisait, c'est que, comme beaucoup d'ailleurs de gens en hypnose, c'est que lorsqu'on fait un retour en arrière, pour aller chercher des ressources, et non pas pour aller dans le problème, nécessairement à la méthodologie de Erickson. Erickson était très orienté solution, comme l'approche coaching, par exemple, et non pas orienté problème, difficulté, comme d'autres approches à l'époque. Il y en avait plus à l'époque comme ça. Donc, Milton, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à la personne de retourner à un moment donné où elle était jeune, régression en âge, à un moment donné, par exemple, où elle avait appris à marcher. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une régression en âge, là, mais en ce moment, vous savez, quand on apprend à marcher, pensez à n'importe quel enfant qui apprend à marcher. Une des premières choses qu'on apprend à marcher, vous êtes en train de réfléchir, c'est qu'on apprend à tomber, n'est-ce pas? C'est logique. Oui. Donc ce que Milton Erickson disait, c'est que quand on apprend à tomber, on apprend à se relever. Évidemment. Et quand on est enfant, ben, on fait ça, on se lève, et puis on n'est pas dans la peur ou l'inquiétude de tomber, de remonter. Et Milton disait que nos premières expériences de résilience, notre capacité à rebondir et à ressortir des expériences difficiles de la vie, ben, c'est qu'on a appris à marcher. Parce qu'on a appris à se relever après une chute. Donc, il demandait à la personne de retourner dans cette expérience-là, quand c'était la résilience que la personne avait besoin, mais c'est encore une fois un exemple, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire remonter cette force et cette ressource, pour ensuite la généraliser et l'utiliser dans d'autres situations que la personne avait besoin. Donc c'est ça qu'il voulait dire par on a à l'intérieur de nous toutes les ressources nécessaires à tout changement. Et moi, enseignant l'hypnose depuis des années maintenant,
j'ose même plus vous dire combien d'années, mais des bonnes années, c'était engrammé à l'intérieur de moi. Et à chaque fois que je travaillais avec un client, même encore aujourd'hui, c'est cette compréhension qu'à l'intérieur du client, en contactant son inconscient, on peut lui demander de réactiver des compétences, des capacités et des forces que la personne a. Et imaginez si ici, maintenant, en ce moment, votre inconscient vous ramènerait la ressource ou la force que vous avez besoin par rapport à une thématique qui vous est chère. Mais en gros, c'est ce qu'on fait en hypnose, avec la méthode ericksonienne. Et quand j'ai commencé à regarder le mouvement des yeux, je me suis rendu compte, avec surprise, que quand les gens bougeaient beaucoup les yeux dans une session, il se passait des choses importantes pour eux dans leur technique de changement, bien, ils bougeaient les yeux comme dans les techniques d'hypnose. C'est-à-dire, on appelle ça des mouvements alternatifs, naturels. Des fois, vous allez peut-être voir ça, les gens vont juste faire ça avec les pieds, quand ils sont en état de transe. C'est ce qu'on appelle un mouvement naturel alternatif. Mais les yeux, c'est pareil. Donc, les yeux vont bouger naturellement. Ensuite, un des indicateurs de transe, c'est-à-dire une des façons qu'on sait que la personne est en contact avec son être intérieur, c'est ce qu'on appelle le Rapid Eye Movement, le REM, Rapid Eye Movement. Les yeux font ça. Vous avez peut-être déjà observé ça. On le voit beaucoup dans les animaux quand ils sont en train de rêver, vous savez. On voit aussi sur Jess, là, les petits yeux qui partent, ou votre amoureux, votre amoureuse, quand ils font une petite sieste. On voit ce sont des indicateurs que la personne contacte son intérieur. Moi, quand j'ai observé ça, il y a des années déjà de ça, les recherches scientifiques dans le domaine des mouvements des yeux n'étaient pas très avancées. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas du tout, même encore aujourd'hui, je dois vous dire, mais que j'observais. Donc, dans un cas clinique, avec un client, j'observais que quand la personne vivait quelque chose, ses yeux allaient dans certaines directions plutôt que d'autres, et en plus, la personne était dans ce qu'on appelle un état de transe. Parce que c'était les mêmes identiques réflexes ou façons de faire qu'on invite la personne lorsqu'elle est en hypnose, par exemple. Donc dans un état hypnotique. Donc je me suis dit, n'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas intéressant? Comment ça se fait que naturellement, parce que là c'est naturel, c'était pas provoqué, c'est pas moi qui ai dit à la personne, mets tes yeux comme ça, comme ça, comme ça, je dis en observation. Comment ça se fait que naturellement, la personne va à l'intérieur d'elle et s'induit en état de transe, comme une auto-hypnose, si vous voulez? Bien, j'ai appris par la suite, et c'est ce que je veux partager avec vous, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches de faites sur les yeux, et différentes techniques que vous avez peut-être déjà aussi entendu parler, comme le EMDR. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont entendu parler. Donc, le EMDR, c'est une approche où on travaille aussi avec le mouvement oculaire, mais dans un cadre précis, particulier, surtout avec des chocs post-traumatiques. Donc, choc post-traumatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un vit un événement difficile, comme par exemple dernièrement, comme vous savez avec les attentats sur Paris, mais que 60 jours plus tard, 80 jours plus tard, 90 jours plus tard, la personne est encore en train d'y rêver ou d'y penser. Elle n'a pas activé ou elle n'a pas eu assez d'activation de sa capacité de résilience, pour toutes sortes de raisons. Donc, le MDR est parti dans cette direction-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'avec des tapotages aujourd'hui, mais à l'époque uniquement avec les mouvements des yeux, on pouvait faire en sorte d'aider la personne. Et ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à ça, parce que c'est Francine Shapiro, une américaine psychologue qui a développé le MDR, dans les livres que vous lirez sur son expérience, si jamais vous avez un intérêt avec ça, elle disait qu'à un moment donné, elle avait des problèmes de santé. Et elle marchait donc dans un parc et elle n'allait pas bien. Elle ne se sentait pas très bien par rapport à sa santé. Vous savez, c'est toujours inquiétant qu'on a des problèmes de santé. Et elle essayait de trouver des moyens de solutionner, de se guérir, de bien avec elle-même. Et elle a remarqué intuitivement, c'est venu naturellement, que quand ses yeux allaient dans une direction, elle se sentait un peu mieux. Et ça a été le début de la recherche sur le MDR. Donc oui, des fois on va bouger les yeux dans certaines directions et effectivement on peut être mieux. Puis il
Il y a aussi le IMO, l'intégration par les mouvements oculaires, qui ont été développés au démarrage par Steve Andreas, un autre Américain, un PhD en psychologie et en hypnose, qui lui a travaillé avec les vétérans du Vietnam. Et donc ça fait un bout de temps déjà de ça. Et il a remarqué qu'en demandant aux vétérans de bouger les yeux dans certaines directions, ils étaient capables de parler du trauma ou des rêves incroyables qu'ils avaient et de libérer la charge émotionnelle. Donc ça a été une révolution. Et Steve Andreas, donc PNListe, avait utilisé dans son approche la méthodologie et la façon de penser de la PNL, la personne en elle toutes les ressources, à la Milton Erickson aussi, et de laisser une liberté à la personne pour aller dans une certaine direction de mouvement. Puis, Steve a laissé cette approche dans les mains de Dani Beaulieu, la psychologue canadienne, qui aujourd'hui enseigne cette approche-là, là aussi dans un cadre plutôt médical, un cadre plus psychothérapeutique. Et vous comprenez pourquoi le MDR et l'IMO sont dans un cadre thérapeutique et ces formations-là ne sont pas ouvertes du tout au grand public, parce que c'est des techniques d'accompagnement pour les gens en souffrance. Donc il faut être formé, bien sûr, si jamais quelqu'un vit quoi que ce soit, d'être capable de gérer à côté. Voilà. De mon côté, lorsque j'ai vu les mouvements des yeux des gens et que j'ai compris que oui, on peut bouger les yeux et se sentir mieux, oui, on peut effectivement régler aussi des chocs post-traumatiques, c'est toujours possible aussi, bien sûr, parce qu'il y a des approches qui le font aussi avec les mouvements oculaires. Mais moi, j'avais une intention un peu différente qui était, comment est-ce qu'on peut adapter ça et utiliser ça pour nous dans notre quotidien et pour le grand public. Donc, pour aider nos enfants qui ont des difficultés scolaires, par exemple, où j'ai un grand stress devant un examen, comment je peux faciliter les choses. J'ai du mal à dire quelque chose, donc comment je peux m'activer des ressources pour que ce soit facile de dire à quelqu'un sans me mettre en colère, par exemple. Ou bien j'arrive mal à gérer mes émotions, et puis je me sens coupable, ou je me sens mal, ou comment assez rapidement on peut baisser l'intensité de cette charge-là, à la limite même changer ce qui déclenche le processus émotionnel négatif. Partons du principe que toute émotion est saine, mais que quand ça revient très souvent et que ça nous empêche d'atteindre nos buts, ben là, il faut aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, c'était dans cette intention-là que je me suis renseignée un peu plus, après l'observation que j'ai faite, de qu'est-ce que les chercheurs disent par rapport au mouvement oculaire. Et là, vous avez sûrement entendu parler de ça aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert en neurosciences que ça l'était il y a 30 ans, que dans le sommeil, il y a une partie, une période du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et ce sommeil dit paradoxal, c'est la période du rêve. On rêve. Bien, il paraît que si on rêve pas, on peut mourir. C'est bizarre quand même, comment ça se fait que si on rêve pas, on peut mourir? Bien, parce que dans cette période de sommeil dit paradoxal, il y a des liens neuronaux, donc des circuits neuronaux qui sont en train de se faire, comme des ponts, si vous voulez, qui se relient entre différents circuits neuronaux. Et notre cerveau va chercher à l'intérieur de nos expériences les ressources, les forces et les solutions qu'on a déjà acquises pour régler les situations conflictuelles que l'on vit au quotidien. En d'autres mots, si on n'a pas trop de chocs émotionnels, normalement, avec les différentes périodes que l'on a dans le sommeil paradoxal, on devrait être capable d'évacuer et de libérer et d'intégrer et de digérer, un peu ça comme vous voulez, toutes les situations de notre vie et de mettre en place des solutions. Alors, maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a même 40 ans, on avait beaucoup plus de moments de méditation, alors c'est bien que je parle de ça, de relaxation et de rêvasserie. Juste un moment pour prendre le temps, vous savez. Aujourd'hui, il y en a combien d'entre vous qui prennent ces moments-là? Bon, certains, mais on est dans un groupe privilégié, on va dire. Et ces moments-là, donc on va dire de rêvasserie, où on partait comme ça, c'était des moments privilégiés
que notre cerveau utilisait dans l'équivalent justement du sommeil paradoxal pour recréer des ponts et laisser émerger de l'inconscient des solutions. Vous savez, comme par exemple, vous faites de la randonnée pédestre et tout d'un coup, pouf, il y a une solution qui vous arrive. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ça arrive naturellement aussi dans des moments où vous faites des activités répétitives. Parce que quand on fait des activités répétitives, donc ça peut être la bicyclette, ça peut être la randonnée, à la limite ça peut être la vaisselle, hein, vous savez, à un moment donné on part naturellement, et quand on part naturellement, ben on est dans un état de transe, en forme d'auto-hypnose. Et c'est là que l'inconscient peut s'exprimer et nous donner des pistes de solution. Donc, tout ce que l'on fait avec le EMA, c'est naturel. Dans le sens que j'ai pas inventé ce que les gens faisaient naturellement. J'ai juste observé et compris et développé des protocoles particuliers selon les thématiques que les gens avaient besoin. Et, comme je vous disais, comme je viens d'un bagage d'enseignement en hypnose et aussi un bagage d'enseignement en PNL, puisque j'enseigne la PNL depuis déjà plus de 30 ans, sur le plan international aussi, et que je forme des enseignants autant en hypnose qu'à la PNL, j'ai remarqué avec ces approches-là qu'il y a des façons de travailler avec un client et pour soi-même qui sont plus aidants et utiles. Comme par exemple, pourquoi aller ramener un problème continuellement alors que ce n'est même pas nécessaire pour trouver des solutions et pour résoudre. Bon, c'est sûr que quand dans le domaine de la PNL et même en hypnose ericksonienne, Milton Erickson racontait ça il y a 40 ans, ben, il passait pour un petit peu, vous savez, un original, vraiment. Alors qu'aujourd'hui, l'hypnose ericksonienne, c'est la plus enseignée sur la planète. Elle est utilisée partout. Et il y a une belle reconnaissance de sa façon de penser. À l'époque, Abraham Maslow, vous savez, la fameuse pyramide des besoins, ben, Abraham Maslow disait la même chose. Il disait que pour s'actualiser, donc d'ailleurs, l'actualisation, par les mouvements clairs, tiens, il y a un lien. Que pour s'actualiser, bien, lui, ce qu'il prônait, c'est de modéliser, de découvrir les forces de quelqu'un, sa façon justement d'avoir cette capacité de résilience, se sortir des situations difficiles et de régler les problèmes. Donc, au lieu d'aller dans la souffrance et passer 10 ans à fouiller dans la souffrance, Maslow avait une autre approche qui était très révolutionnaire à l'époque, réellement, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les gens ont d'autres ouvertures et compréhensions du fonctionnement de l'être humain. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire, parce que les autres psychologues disaient, ouais, regarde, l'orientation-solution, parce que c'est ce que Maslow disait, orienter solution, penser résultat. L'orientation-solution, ce qu'on disait à Maslow, penses-tu sincèrement que les gens vont changer sans creuser dans le problème? Ça n'a aucun sens. C'est pas logique. Parce qu'il faut pleurer longtemps et souffrir beaucoup, et peut-être un jour, si on est chanceux, peut-être, il y a un gros peut-être, on pourra libérer. Bon, là, évidemment, j'exagère, mais Maslow, c'est ce qu'il aurait dit, parce qu'il était complètement dans l'opposé. Et il répondait à ces gens-là la chose suivante. Je vais dire un mot québécois pour commencer, parce que vous reconnaissez mon accent. Et je vais le redire en français après, mais je trouve que c'est tellement bien exprimé. Ce qu'il expliquait aux gens à l'époque, et aussi aux journalistes qui lui posaient des questions sur son approche. Donc Abraham Maslow disait la chose suivante, il disait, si tu vas dans une cour à scrap et que tu observes un char brisé, scrappé, je dis que c'est en québécois pour commencer, hein? Si tu vas à la cour à scrap puis tu observes un char scrappé ou brisé, ben t'apprendras pas, hostie, excusez-moi, en plus que c'est québécois, t'apprendras pas à faire une voiture neuve. En d'autres mots, en bon français, c'est pas en allant à la casse et en observant une voiture cassée que tu vas apprendre à faire une voiture neuve. Ça a du sens! Ça a du sens, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il répondait à l'époque. Et c'est pour ça que Maslow a orienté sa philosophie et sa façon de penser en disant, bien, on n'a pas vraiment besoin d'explorer pendant des années le problème. On peut,
mais ce n'est pas nécessaire. Mais explorer le problème va faire des experts en problème. Explorer la solution va mettre des experts dans l'installation de ressources et de solutions. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une nouvelle discipline qui existe depuis quelques années et qui est en effervescence sur la planète. C'est ce qu'on appelle la psychologie positive. C'est-à-dire que maintenant, Maslow est reconnu dans son approche que oui, on peut orienter notre idée sur des choses positives et que oui, ça peut donner des résultats et non pas que des résultats soi-disant superficiels parce qu'on va pas dans le problème. Donc, moi, j'ai baigné dans cette compréhension de l'être humain en me disant que oui, on peut aller dans les problèmes, mais en même temps, pourquoi y aller si ce n'est pas nécessaire? Et dans le EMA, je souhaitais mettre en place cette même façon de faire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller dans les difficultés de notre quotidien pour mettre en place et demander à l'être intérieur d'aller chercher des forces, des solutions et des ressources. Et c'est ça qu'on cherche avant tout. Donc, à la différence du EMDR, par exemple, et du PMO, dans le EMA, on ne va pas du tout dans le problème, ou très rarement. Très rarement. Ce n'est pas notre propos et ce n'est pas nécessaire. Et c'est pour ça que cette approche-là est très accessible au grand public et que ce n'est pas une approche uniquement pour les thérapeutes ou les psychothérapeutes. Ça fait toute la différence au monde, dans la vision de oui, on peut aller chercher des forces et non, on n'a pas besoin nécessairement de creuser continuellement sur le côté problématique de la chose. Ceci étant dit, étant donné que je forme aussi des thérapeutes et des psychothérapeutes avec le MA, mais pour travailler sur des problèmes dits psychothérapeutiques, moi j'ai la croyance, vous savez, par l'expérience de vie, de dire que les deux sont valables et qu'il y a des moments donnés où c'est bon de creuser pour libérer certaines choses et des moments donnés c'est pas nécessaire. Mais aujourd'hui, je dirais pas Maslow avait 100% raison puis les autres avaient tort. Ça serait un peu simpliste. Donc l'équilibre, utiliser la bonne approche et la bonne technique pour votre type de personnalité et selon vos besoins, les besoins qui sont ceux qui sont les mieux pour vous, vraiment. Donc avec cette observation de ma clientèle, en allant cette orientation solution, de par mes formations en PNL et de par mes formations en hypnose et coaching aussi, accompagnement coaching, j'ai remarqué que quand je demandais à certaines personnes, par exemple, c'était quoi pour eux la solution à leurs problèmes, ben, des fois, ils ne le savaient peut-être pas consciemment. Du genre, ils disaient, je ne sais pas. Mais pourtant, les yeux se déplaçaient dans une direction. Donc, l'inconscient a des réponses. Et l'inconscient peut laisser monter des réponses, mais il faut être capable de bien observer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs compétences à développer quand on fait de l'EMA, surtout quand on l'utilise en accompagnement. Et une des compétences clés, c'est l'observation. Parce que les yeux, c'est petit, n'est-ce pas? Et ça bouge vite. Vous remarquez, ça bouge vite. Donc tout à l'heure, quand je fais des démonstrations, parce que je vais faire des démonstrations aussi en attente, c'est l'idée aussi que quelques personnes viennent et que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Vous ne verrez pas tout le mouvement des yeux parce que la personne est en avant, mais au moins je vais indiquer où va le mouvement pour que vous ayez une idée de ce qui est en train de se passer. Voilà. Mais quand on est proche avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile à observer parce que la personne est en face de nous, bien évidemment. Bien évidemment. Donc voici. À un moment donné, avec un client, je lui dis, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui t'aiderait pour régler cette situation? Peu importe la situation. Qu'est-ce que tu aurais besoin? Et comme on fait en accompagnement coaching, par exemple, on va demander les ressources que la personne a besoin. Donc, qu'est-ce qui est aidant pour toi? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce que tu as besoin? Et là, la personne me répond, ce que beaucoup de personnes répondent, je sais pas. J'en ai aucune idée. Ça vous est arrivé, vous, des fois, ça? Oui. Donc, des fois, on le sait. Des fois, on dit, ouais, je sais, il faudrait que je fasse ça. Ouais, je sais. Si j'avais ça, j'arriverais à faire ça. Mais des fois, on ne sait pas. Par contre, et c'est là que c'est magnifique, le conscient ne le sait peut-être pas, mais l'inconscient, lui, le sait. Donc, quand des fois je demande à quelqu'un, ouais, mais qu'est-ce que tu aurais besoin comme ressource pour t'aider à, et que la personne ne le sait pas, mais je vois quand même un mouvement clair. Et ses yeux, à ce moment-là, ce qu'ils sont en train de faire,
c'est qu'ils sont en train d'accéder à l'information. Donc, vous vous souvenez de l'histoire du sommeil paradoxal? Ce qui se passe dans le sommeil paradoxal, c'est que les yeux bougent énormément dans les latéralités pour faire le lien avec les hémisphères du cerveau et pour être capable, encore une fois, de créer des ponts dans les différents circuits neuronaux. En d'autres mots, dans le sommeil paradoxal, c'est comme si on allait chercher les solutions, les choses qu'on a déjà faites, qu'on a déjà réglées, pour les auto-appliquer. Et dire, bon, ben tiens, cette façon-là, si je l'appliquais aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait? Et avec le mouvement oculaire, donc quand je demande à quelqu'un, par exemple, quelles ressources tu aurais besoin par rapport à tel événement, disons que la personne, ses yeux vont là. Des fois, les gens s'en rendent même pas compte. La première chose à faire, c'est d'emmener la personne à une prise de conscience. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, dans la philosophie qui est importante pour moi à travers cette approche-là, c'est que la personne devienne entièrement autonome et qu'elle prenne conscience de ce qui est en train de se passer pour elle. Et non pas que moi, je suis toujours en train de lui dire « Coucou, est-ce que tu as remarqué, est-ce qui se passe ?» Donc, prise de conscience. Ok, tu as une ressource qui est là. Est-ce que tu remarques que tes yeux vont là? Des fois, les gens vont dire oui, des fois, les gens vont dire non. Mais une fois qu'ils prennent conscience d'eux, ben, à chaque fois que les yeux vont bouger, ils vont s'en rendre compte. Parfait. Et ce qui est fascinant, et vous allez voir en démonstration, c'est que quand les yeux vont quelque part, et que c'est par exemple en contact avec une ressource, ben, c'est pas ici qu'est la ressource. C'est pas là, c'est pas là-bas, mais c'est vraiment là. Et quand la personne a accès à cette ressource-là, donc c'est comme créer ce pont, encore une fois, avec un autre circuit interne. Quand la personne est en contact avec cette ressource-là, elle revient en contact, elle revient à la surface et elle est accessible. Donc on veut faire quoi avec ces ressources-là? Bon, on veut faire pas mal de choses. Soit que je vis une situation pas évidente et je me dis, bon, ben, qu'est-ce qui m'aiderait? Et on fait un repérage oculaire et sans nécessairement porter attention à ce qui est réellement physiquement en sécurité, on va quand même prendre en considération que les yeux vont aller dans une direction et il y aura aussi une spatialisation. Ça veut dire quoi une spatialisation? Ça veut dire que les yeux vont bouger, comme par exemple j'ai une ressource ici, mais il va y avoir aussi une distance qui va compter, qui va faire une différence. Donc la personne pourrait dire ouais, c'est à 3 mètres là-bas. Ça c'est ma ressource. By the way, c'est ma ressource qui est là. Donc, ok, parfait. Donc là, tu as quelque chose. Et cette ressource-là, après ça, ben, l'idée, ça serait de l'utiliser par rapport à une situation ou un objectif qu'on a déterminé. En d'autres mots, je veux réaliser, j'ai un but, j'ai quelque chose que je veux, comme par exemple, moi m'énerver après mon enfant le soir, quand j'arrive à la maison, ça pourrait être ça, hein? Ou être plus calme quand c'est le temps de faire les devoirs, ça pourrait peut-être être ça aussi. Ou être capable d'aller voir mon patron et lui demander une augmentation, puis être serein, calme et plein d'énergie et de vitalité, ça peut être ça aussi. Donc, par rapport à l'objectif spécifique, qu'est-ce qui va m'aider, ressources, qui va m'aider pour faciliter la mise en place de cet objectif-là et cette atteinte-là. Donc, quand on demande à une personne d'aller chercher des ressources en EMA, c'est toujours en lien avec un but, un objectif ou quelque chose que la personne vit. Donc, ce n'est pas juste une ressource pour le plaisir d'une ressource, vous savez. C'est qu'est-ce que tu as besoin en ce moment par rapport à ça. Et une fois qu'on a trouvé l'objectif, exemple, je veux moins m'énerver après mon garçon, le soir, là, l'inconscient va mettre en place et faire ressortir des ressources que la personne va pouvoir ensuite relier. Donc l'idée, ça va être de relier les points. Donc disons ici j'ai ma ressource, et mon but qui est de moins m'énerver après mon enfant le soir, quand je pense à ça, mon œil va là. Donc on va, dans un deuxième temps, rejoindre par le mouvement oculaire la ressource ou les ressources, parce que on a plus qu'une, évidemment, et faire en sorte d'emmener ces ressources dans la situation difficile ou dans le but qu'on veut atteindre. Donc là, j'ai un objectif. Et dans cet objectif-là, j'installe les ressources aidantes. Donc il se passe quoi d'après vous si vous allez chercher des outils quand vous avez besoin de réparer quelque chose? Ben, ça aide, c'est sûr. Maintenant, si vous allez chercher le réparateur, c'est bien aussi. Hein? Bien sûr.
Donc, on peut utiliser le EMA seul, mais on peut aussi utiliser le EMA en accompagnement. Et les deux sont très bien. La seule difficulté pour démarrer avec le EMA pour soi-même, c'est de faire ses propres repérages. Donc, dans un premier temps, c'est bien d'être accompagné avec quelqu'un pour être sûr de où vous faites votre repérage oculaire. Et après ça, on fait ce que j'ai appelé une cartographie. C'est-à-dire qu'on va dessiner ou écrire où la personne a son repérage oculaire, ou si c'est pour vous-même, votre propre carte. En d'autres mots, c'est dans le tiroir de la cuisine, deuxième tiroir, que j'ai tel outil. Dans l'entrée, telle porte, tel endroit, c'est là que j'ai les chapeaux pour la pluie. C'est comme un inventaire de tout ce qu'on a à la maison, pour ensuite que ce soit rapide de pouvoir y accéder. Donc avec le EMA, on va faire un repérage oculaire, une carte de toutes les ressources qu'on a disponibles par rapport à l'atteinte d'un objectif spécifique. Ce qui fait que si je sais que c'est dans le deuxième tiroir de la cuisine en bas qu'il y a un appareil spécifique que j'ai besoin pour faire telle chose, la prochaine fois que je vais en avoir besoin, je vais faire quoi? Je vais aller au même endroit. C'est exactement ça. Simplifions-nous la vie. Vous savez? Pourquoi fouiller dans toute la maison alors que quelque part, on sait que c'est dans le tiroir? Donc, en consultation, pendant des années, moi, je posais beaucoup de questions aux gens. C'est du style, ça, est-ce que ta ressource, elle est dans ton salon? Est-ce qu'elle est dans ton jardin? J'exagère, mais c'est métaphorique. Est-ce que c'est la salle de bain? Est-ce que c'est ta cuisine? Est-ce que c'est... En d'autres mots, habituellement, en accompagnement, on pose beaucoup de questions, surtout dans la méthodologie coaching. On pose des questions pour mettre à jour où sont les ressources et de quelle façon les contacter. Avec le EMA, c'est bien plus simple que ça. Parce que par le mouvement oculaire, étant donné que ça donne des accès très rapides avec notre encodage d'informations, ce qu'on appelle des représentations internes, bien, c'est comme si, par l'ordinateur, on avait une liste, un inventaire de tout ce qu'on a chez nous à la maison. Donc, au lieu de demander à la personne, ouais, c'est où, dans quelle pièce, je ne me souviens pas, je ne suis pas sûre, non, peut-être, non, mais ça fait longtemps que je l'ai laissé, ouais, non, pas vraiment, vous savez le truc. Là, c'est comme si on appuie tout de suite en disant recherche, mot-clé. Je cherche, tout, et pof, ça vous dit tout de suite où c'est placé. Donc, les accès oculaires, c'est comme des accès aux différentes parties de notre maison intérieure, métaphorique, qui fait qu'on peut aller chercher ce qu'on a besoin dans un contexte spécifique. Donc, si j'ai besoin d'aller chercher un coussin, un oreiller pour être plus confortable, exemple sur le sofa du salon, je sais que j'en ai dans la petite table de nuit juste à côté, ou je sais que j'en ai dans la pièce en haut, puis j'irai en chercher. Habituellement, quand les gens consultent, c'est très rare qu'on sait très rapidement où aller chercher les forces et les ressources. On creuse, et on creuse beaucoup. Alors que là, juste avec un mouvement oculaire, on y a accès très rapidement. Ça a l'air presque particulier, et même incroyable, je dois dire. Vous allez être surpris, mais ça fait déjà quand même plus de 20 ans que j'utilise cette méthode et que je développe des nouveaux protocoles. Et à chaque fois que je donne une formation, et c'est à chaque fois, et les gens pourraient vous dire, les gens qui suivent des cours avec moi, je suis toujours émerveillée et je suis toujours surprise. Et pourquoi je suis toujours surprise? Parce que l'information monte très rapidement. La personne a une certitude qu'il est en train de se passer quelque chose pour elle, et on l'observe. Elle nous donne du feedback, on perçoit qu'il se passe quelque chose, et avec le temps, ça s'est installé, c'est solide. Mais il n'y a pas de compréhension analytique et mentale de ce qui est en train de se passer. En d'autres mots, le défi avec les techniques oculaires en ce moment, c'est que même s'il y a de plus en plus de recherches scientifiques là-dessus, et c'est bien tant mieux, on ne sait pas encore comment ça marche. On sait juste que ça donne des résultats. Donc, je ne pourrais même pas vous dire exactement comment ça marche. Tout ce que je sais, c'est que dans l'action, dans la pratique, il y a des choses qui se passent. Et il y a des choses qui se passent très souvent sans que les gens eux-mêmes réalisent ce qui est en train de se passer. Et c'est pas mental, vous savez. Donc, des fois, la personne n'a même pas besoin de nommer. Elle va juste faire le mouvement oculaire et il peut avoir des images qui viennent, des sons, des sensations, donc ce qu'on appelle le VACOG, donc les différents modes sensoriels peuvent être activés, un après l'autre ou plusieurs en même temps. Et
aussi, quand la personne a accès au mouvement oculaire, il peut avoir des réponses, des réveils, des expériences du passé qui remontent pour donner de l'information sur ce que la personne a besoin. Encore une fois, c'est comme dans l'hypnose, mais sans tout le verbal, sans tout le blabla qu'on va dire pour accompagner le client. Et là, ça revient très rapidement. Donc évidemment, c'est bien beau que je vous dise tout ça, là. Puis vous allez dire ouais. Et je vous comprends, puis c'est normal. Parce que c'est tellement surprenant, cette rapidité d'exécution, vraiment. Mais c'est pour ça que ça me fait penser à cet ordinateur. Hein. Une fois que la liste est rentrée, on peut juste mettre le mot, puis pouf. Sur les millions de trucs sur Google, voilà, il y a plein qui tout d'un coup apparaissent. Mais c'est exactement le même principe. Donc, rien de mieux que expérimenter. Alors, voici ce que je vous propose. On va faire un exercice en grand groupe, puis après, je vais prendre des personnes aussi en démonstration. Donc, je vais vous demander de penser à un défi ou à un objectif. Donc, quelque chose que vous avez en tête, que vous aimeriez réaliser ou accomplir. Ça va? Vous n'avez pas besoin d'en parler. C'est bien ça aussi, hein? Pas besoin de le dire. C'est super. On sauve la salive aussi. Donc, pensez à ça. Quelque chose qui est un défi pour vous, ou quelque chose qui vous plaît, ou quelque chose que vous aimeriez atteindre. Okay? Prenez le temps d'aller à l'intérieur de vous. Juste vérifier, prendre le temps. Voilà. Et pendant que vous faites ça, que vous êtes en train de réactiver cet objectif ou ce défi, remarquez, en ouvrant les yeux maintenant, où se situent vos yeux. Vous voyez, il y a un endroit en particulier, n'est-ce pas? Pour la majorité d'entre vous, en tout cas. C'est-à-dire que lorsque vous pensez à quelque chose, il est classé dans vos représentations internes, à l'intérieur de vous, il est classé dans un tiroir de vous. Voilà. Maintenant, faisons autre chose. Pensez, c'est revenu. Pensez à un autre défi ou un autre objectif. Mais là, quelque chose que vous avez déjà atteint, d'accord? Quelque chose que vous avez déjà réalisé. Un but que vous aviez, et puis vous l'avez mené jusqu'au bout de ce projet-là. Ça va? Donc vous pouvez prendre le temps de vous centrer, d'aller à l'intérieur de vous. Quelque chose que vous avez atteint, que vous avez réalisé. Voilà. Et puis d'ouvrir les yeux et de recontacter ce but déjà atteint et juste observer où vont vos yeux, naturellement. Je vois qu'ils vont là, je vois qu'ils vont là. Il y en a combien d'entre vous que ces endroits-là, donc le lieu de votre localisation oculaire, était différente par rapport à un objectif qui n'est pas déjà atteint, plutôt qu'un objectif déjà réalisé? Il y en a combien? Voilà. Regardez autour. La majorité. La majorité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quelque part à l'intérieur de nous, on place les expériences similaires dans les endroits similaires. Je ne sais pas chez vous à la maison comment vous faites, mais chez moi, j'ai une pièce où je mets toutes les choses que j'aime. Et c'est ma salle de ressourcement. Donc, c'est comme un endroit où on va placer toutes nos forces et nos ressources. C'est le même principe. Donc, imaginez la chose suivante. Là, ensemble, vous avez repéré que vos yeux allaient dans une certaine direction quand c'est un objectif désiré, donc quelque chose que vous voulez. Montrez-le avec la main, d'accord? Repensez la première exercice tout à l'heure. Montrez avec votre main. Où allaient vos yeux quand vous pensez à ce que vous voulez, un défi ou un but que vous voulez? Ils vont. Parfait. Ok, excellent. Ok, on arrête là. Maintenant, pensez à quelque chose que vous avez déjà atteint, déjà réalisé, et montrez avec votre main où vont vos yeux. Avec l'autre main, tant qu'à faire. On a les deux mains. Voilà, parfait. Maintenant, les deux mains ensemble. Un qui est l'objectif désiré, l'autre qui est l'objectif déjà atteint. Ok. Alors, imaginez qu'est-ce qui pourrait se passer si vos yeux se promenaient de l'un à l'autre. Imaginez un instant. Et peut-être même le faire, si vous voulez. De laisser vos yeux, pas la tête, mais les yeux, se promener d'un l'un à l'autre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment en reliant ensemble ces deux expériences?
vous êtes en train de relier dans votre cerveau deux autoroutes neuronales. Vous êtes en train de faire un pont entre les deux expériences. Et en faisant ce pont entre les deux expériences, vous donnez la possibilité à votre cerveau, à vos représentations internes, d'aller chercher les solutions et les forces que vous avez développées dans un pour les ramener dans l'autre. C'est logique, ce que je dis là. Donc, concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez déjà réalisé un but, ben vous avez développé des forces à travers ça. Pour atteindre un objectif, vous avez fait quoi? Vous avez peut-être été motivé, peut-être que vous êtes dépassé, vous avez développé des compétences, des connaissances nouvelles, des forces. Bon, après un certain temps, on oublie, on dit, ah, je l'ai développé, c'est bon, c'est acquis. Oui, justement, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement acquis qu'on oublie de le reprendre, de le réutiliser. Mais on peut le réutiliser, puisqu'on a déjà développé ces forces-là. Donc, aussi simple que ce qu'on vient de faire, de dire, ok, j'ai déjà réalisé quelque chose, j'ai déjà atteint un but, et en plus, je suis content de l'avoir fait. Donc, prenez un objectif et un but atteint dont vous êtes satisfait. On ne prendrait pas un objectif qu'on regrette, d'accord? Parce que ça ne serait pas très bon pour faire une installation de ressources. Mais quelque chose que vous dites, avec le temps, ça tient, avec le temps, c'est bon. Donc, disons que pour moi, c'était là, tout à l'heure, quand je faisais l'exercice avec vous. Là, ici, j'ai à l'intérieur de moi un encodage. Donc, ça a un lien avec une représentation que j'ai dans ma tête, une mémoire, si vous préférez, souvent inconsciente, mais une mémoire qui va avec toutes sortes de connaissances, de compétences. En d'autres mots, il y a ce qu'on appelle la structure de surface, c'est comme le dessus d'un iceberg, et la structure profonde, qui est toute l'expérience humaine. Donc, les sensations, les émotions, tout ce qu'on a vécu. Ce qu'on est en train de faire avec le EEA, c'est qu'on est en train de dire, dans ce qui est encodé là, extérieurement, mais que extérieurement, c'est représenté dans ma tête, donc il y a l'intérieur et l'extérieur. Dans cette représentation qui est à l'intérieur de moi en ce moment, mais qui est manifestée extérieurement par un regard dans cette direction-là, ben, j'ai toute cette structure profonde d'expérience, tout ce bagage de tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais fait à l'époque. Je suis en train de ressortir mon coffre-fort ou ressortir mon coffre à outils qui était dans cette expérience que j'ai vécue. Et là, on prend avec soi. Et dans mon cas, c'était là. Donc là, c'est mon nouvel objectif, mon nouveau défi. Bien, en emmenant mes yeux de cet endroit-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à l'intérieur de nous, on crée ces réseaux, ces liens, pour faire en sorte de rendre accessible à mon être intérieur, à mon inconscient, les ressources et les forces que j'avais développées à l'époque. Maintenant, est-ce que ça va suffire à atteindre l'objectif? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous savez, des fois, ça prend 3 coffres pleins pour atteindre un but. Donc, il y a des protocoles plus complexes, dans le sens que des fois, il faut installer beaucoup de ressources, ou il faut faire des changements, ou diminuer l'intensité de la charge avant. Ce que je vous propose en ce moment, c'est une explication simple d'une technique qui, des fois, est un peu plus compliquée, un peu plus complexe. Mais au moins, le principe est simple. Le principe, c'est qu'on va aller chercher ces fameuses ressources qu'on a en nous, qu'on a besoin par rapport à une situation précise, et on va le faire par des repérages oculaires. Voilà. Au lieu de le faire de repérages oculaires. Donc, j'ai quelqu'un qui était prêt tout à l'heure pour une démonstration. Viendrais-tu? Viendrais-tu en avant? Bravo! Bravo, bravo! Parfait. Je vais te laisser t'installer là, si tu veux bien. J'ai mis un verre d'eau, parce que je l'ai mis là-bas tout à l'heure. Non, ça va pour l'instant? Oui, parfait. Ah oui, le micro, oui, important. Oui, avec le micro, c'est important pour que on t'entende. Alors, pourrais-tu me donner ton prénom? Gaël. Parfait. Tu vas faire Gaël? Ah, voilà, c'est parfait. Tout le monde entend bien? Ok. Gaël, c'est la première fois qu'on se rencontre, toi et moi. Oui. C'est important de le dire, parce que les gens diraient non, non, c'est organisé, là, avec le gars des vues, comme on dit chez nous. C'est la première fois. Voilà. Et tu n'as jamais expérimenté le EMA. Absolument, voilà. Bon, bah, parfait, c'est encore mieux. Donc, je permets que je
fais que je parle un petit peu au groupe, pendant que je suis aussi avec toi. Ok. Donc là, Gaëlle a des lunettes. Moi, ça ne me gêne pas. Mais en intervention, très souvent, on va demander aux gens d'enlever les lunettes pour éviter les reflets. Et ce qu'on dit aux gens, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous voir, nous on a besoin de les voir. Donc comme ça ils sont à l'aise aussi. Mais ça ne me gêne pas parce que je vois quand même très très bien les mouvements oculaires avec le type de lunettes que Gaëlle a. Donc ça dépend vraiment du type de lunettes, de l'épaisseur, bien évidemment. Mais là c'est pas gênant du tout. Gaëlle, est-ce que tu as un but, quelque chose que tu aimerais atteindre? Comme évidemment, si on en a tous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais exprimer? Quel genre de but, en fait? Comme tu veux, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, quelque chose que tu aimerais réaliser, atteindre. Sentimental, on va dire? Oui, parfait, sentimental. Excellent. Qu'est-ce que tu aimerais sur le plan sentimental? J'aimerais retrouver la situation que j'avais juste avant. Ok, parfait. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé, ça va vite, hein, mais je vous le dis. Quand Gaëlle pensait à retrouver la situation qu'elle avait avant, commençons par ça. Retrouver une situation que j'avais avant, c'est-à-dire qu'elle a déjà vécu, c'est-à-dire que c'est dans le passé. Ses yeux sont allés par là. Et quand elle en parlait tout à l'heure, elle a fait plusieurs fois le lien. Donc, pour que vous voyez mieux, Gaëlle, si tu veux juste bien regarder en avant, et je vais te demander de repenser à cette situation que tu avais déjà sans en parler. Et pour juste le temps de sans y penser. Voilà, ça y est. Vous avez vu? Voilà. Donc, dès qu'elle a contacté l'expérience, ses yeux, c'est surprenant, hein? On ne peut rien cacher, hein? Ça, c'est gênant. C'est vraiment gênant. On voit tout. On voit tout. Donc, pas aussi longtemps que ses yeux n'étaient pas vers le haut, c'est comme si elle était en recherche de l'information, en fait. Parce que moi, j'avais repéré tout à l'heure que quand elle en parlait, ses yeux étaient vers le haut. Ce qui est vraiment extraordinaire pour les gens qui font de l'accompagnement, c'est que des fois, le client nous dit qu'il vit quelque chose, mais on ne peut pas le savoir. Ou des fois, on se fie à notre instinct, c'est sûr, notre filet, notre émotion, mais on n'a pas de preuve. Là, avec le mouvement oculaire, on a des preuves tout de suite. Parce que si Gaëlle avait regardé là-bas, et elle me dit, ouais, je suis en train de contacter mon expérience passée, j'aurais dit, je suis désolée, mais c'est pas ça du tout. Ça n'aurait pas été vrai. Ça n'aurait pas été la vérité. Parce que quand on en a parlé tout à l'heure, les yeux étaient partis par là. Vous comprenez le principe? C'est une très bonne façon de valider et de vérifier si la personne est cohérente et congruente ou si elle ne l'est pas. Et si elle est dans sa vérité. Parce que c'est pas le cas d'elle, mais des fois on se ment à soi-même. Hein? Mais on pense qu'on est en train de régler quelque chose, mais dans le fond on a des peurs, des inquiétudes, des choses qui sont parfait. Donc, il y a quelque chose là-bas que tu aimerais récupérer, vous retrouver. Ok. Comment tu décrirais en quelques mots ou en symboles ou en forme ce que tu aimerais retrouver qui est là-bas? Donc si tu retournes chercher ça. J'étais heureuse. Oui, parfait. Et j'étais moi-même. Excellent. Donc tu étais heureuse et tu étais toi-même. Parfait. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle une vérification écologique qu'on ferait normalement en accompagnement parce qu'on veut s'assurer que ce que tu désires avoir, c'est ce que tu viens de nommer, donc être heureuse et être toi-même, et pas nécessairement obligatoirement retrouver cette personne-là. Ok? Ok. Donc est-ce que c'est correct pour toi de dire qu'on va dans la direction d'aller chercher ce que tu viens de nommer, être heureuse et être toi-même? Oui, tout à fait. Peu importe avec qui. Tout à fait. Pourvu que ce soit la personne avec qui tu es bien et que toi tu sois heureuse et que tu sois bien. Oui. Ok, excellent. D'accord. Dans ton expérience, avec ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais qui fait en sorte que tu n'es pas encore rendu à l'étape de rencontrer ou d'être avec quelqu'un qui te permet, toi, de vivre en étant heureuse et en étant toi-même? C'est parce que je suis persuadée que c'est pas fini. Que c'est pas fini. Ouais. Oh, ok, parfait. Donc j'ai bien fait de faire une vérification écologique avant. Hein? D'accord. Donc tu es dans une attente, dans un espoir, qu'est-ce que tu vis en ce moment par rapport à ça? Ben, en fait, ça a été très dur au départ. Oui. Mais j'ai eu le pressentiment, comme une vision, que ça allait revenir. D'accord. Et j'ai des messages, j'ai des choses qui font que j'y crois vraiment. Ok, parfait. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Gaëlle parlait de ça tout à l'heure, ses yeux sont retournés vers le haut ici. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une demande de sa part
d'être heureuse, bien sûr, et d'être elle-même. Ça, on peut travailler là-dessus. Mais pas sur le fait qu'elle retourne nécessairement avec cette personne-là. Parce que ça, on ne sait pas. Même si elle perçoit une certitude, on ne le sait pas dans la vie, en fait. Mais peut-être que oui aussi. Je veux dire, en fait, on ne sait pas. Donc, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. C'est pour ça que je t'ai demandé si c'était OK pour toi d'aller chercher plutôt ce côté bonheur et aussi ce côté être toi-même. D'accord, parfait. OK. Hors contexte amoureux, on prend l'autre contexte. D'accord. OK? Il y a beaucoup de moments dans ta vie où tu es heureuse. Oui. Okay, voilà. Donc, je sais que ça va peut-être être difficile parce que je vais te demander un moment parmi tous ces moments-là. Oui. Voilà, ça y est, t'en as. OK. Donc, on voit tout de suite où les yeux arrêtent et c'est qu'elle est en train, elle l'a trouvé. Ouais, donc voilà. Donc, peux-tu m'en parler un peu? Justement, je suis rentrée dans la spiritualité depuis quelques temps. Oui. Et j'étais vraiment dans un état. C'est moi, je sais pas. J'étais vraiment pas bien et ça a été le jour et la nuit. Je me sens vraiment bien. Parfait. Et heureuse. Ok, parfait. Ok. Est-ce que quand tu es dans ce je me sens bien et je suis heureuse avec cet éveil spirituel que tu es en train de faire, tu te sens équilibré? Totalement. Oui, ok. Là, ce que je suis en train de faire, c'est encore une vérification. Je veux m'assurer que ce qu'elle est en train de dire comme ressource, parce que c'est une ressource, c'est une saine ressource, c'est une bonne ressource. Parce que des fois, on imagine des choses, mais c'est peut-être pas ça non plus. Donc, c'est une vérification. D'accord. Alors, repense à ces moments-là, où tu es vraiment bien là, dans cette spiritualité. Je ferme les yeux, Comme tu veux. C'est comme tu veux. Fermé ou ouvert, comme tu préfères. Fermé, c'est très bien. Voilà, c'est ça. Prends contact avec ça. Excellent. Et quand tu seras prêt, tu peux ouvrir les yeux, toujours en contact dans ce bien-être. Voilà. Et tes yeux vont où, naturellement? Tu vas monter là-bas. À quelle distance à peu près? Je vais vers la chaise. Vers la chaise. D'accord. Et si tu laisses naturellement, spontanément monter les choses, qu'est-ce qu'il y aurait par là vers la chaise? Comment tu le décrirais? En termes de forme, de texture, de couleur, ou quelque chose qui te monte naturellement? Un cœur. Un cœur, parfait. Ok, super. C'est bien, un cœur. Ok. Je me souviens tout à l'heure, quand tu parlais, que tu aimerais réactiver ce que tu as eu dans le passé, quand tu étais heureuse et quand tu étais toi-même. Oui. Veux-tu juste repenser à ça un petit peu? À cette situation passée où tu étais heureuse et tu étais toi-même? Oui. Ok. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Là, j'attends parce qu'elle ne l'a pas encore contacté. Donc, ses yeux ne sont pas allés à l'endroit où j'avais observé tout à l'heure. Donc, ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas encore dedans. C'est pour ça que j'attends et je lui faut poser des questions. D'accord? Donc, ferme les yeux, ce sera peut-être plus facile pour toi. Parfait. Respirez. Je sais que tu es en avant du groupe, tu peux respirer plus fermé. C'est bien que ce soit ici. Donc, recontacter cette expérience du passé où tu étais heureuse et où tu étais toi-même. C'est ça, en respirant librement. Et quand tu seras prête, juste ouvrir les yeux. Voilà. Ah, t'as fait ça avec les yeux là. Par là-bas. Je fais ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas du tout la même chose que tout à l'heure. Ok. Voilà. Là, ce que Gaëlle est en train de faire, naturellement, je vous explique, ses yeux sont passés tout de suite vers sa ressource. C'est-à-dire qu'elle est allée là, elle en a pris conscience, mais j'ai même pas eu le temps de parler ni rien qu'elle était en train de chercher sa ressource. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est extraordinaire. Et mon Dieu Seigneur, que l'elle est bien faite. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on sait aller chercher nos ressources. Et on sait que c'est ça qu'on a besoin. Donc, j'ai même pas eu besoin de lui dire, Gaëlle, tu te souviens, t'as une super ressource là-bas. Prends-la et ramène-la là. Automatiquement, elle avait juste envie d'aller chercher sa ressource de cœur. Et elle est allée la chercher. Maintenant, elle n'a pas encore fait le lien entre les deux. Ça, c'est la prochaine étape. Qu'est-ce que tu préfères, Gaëlle? Est-ce que tu préfères prendre la ressource du cœur qui est là et l'emmener là-bas, ou emmener ce qui est là-bas et le relier à la ressource qui est là? Donc, dans quel... Prendre ce qui est là. Oui? Ok, parfait. Alors, si tu veux juste comme les relier, ce qu'on cherche en fait, c'est un pont, créer un lien entre les deux. Ok, donc avec tes yeux. Pas avec ta tête, juste avec tes yeux. Non, c'est bon, avec tes yeux, de l'un à l'autre. En prenant le temps que tu as besoin de respirer
et de ramener tes yeux par là-bas. Ou tu as la ressource près de la chaise qui est là-bas. Avec le cœur. Voilà. Au rythme que tu veux, de te promener de l'un à l'autre. Au rythme qui est le tien. C'est bien. Donc, Gaëlle est en train de relier, mais vous remarquez en ce moment qu'elle relie, mais qu'elle va chercher aussi autre chose. Ouais. C'est parce qu'il y a une autre ressource qui est là-bas. Une ressource inconsciente. Et c'est bon parce qu'elle sourit, donc c'est pas une mauvaise ressource, c'est pas quelque chose de négatif. Donc c'est bien. Pourquoi se priver d'une ressource additionnelle? Et si ça nous fait du bien, on va lui laisser la chercher. Voilà, comme ça. C'est ça. Donc là, tu es en train de relier cette nouvelle ressource qui est en haut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en haut tout à l'heure, c'est quand elle parlait de son expérience où elle était heureuse. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Elle est en train de relier. Pendant que Gaëlle relie ça, je vais vous expliquer. À l'époque, quand j'ai commencé à faire le EMA, c'est moi qui demandais à la personne de suivre avec les mains ou avec les doigts. Parce qu'à ce moment-là, je me disais que c'était plus facile pour la personne de bien suivre. Puis un jour, j'ai eu des petites tendinites des deux côtés. La vie s'est organisée pour que je n'ai pas pu guider la personne. Donc, j'ai appris que le client peut faire lui-même. Et même que ça allait encore mieux dans ma philosophie, que le client soit autonome, responsable et que c'est lui qui a le pouvoir. Donc, ça arrive des fois que je vais le faire pour le client, mais c'est quand il me le demande et quand il en a besoin. Dans le cas de Gaëlle, elle est très capable de le faire tout seul, elle est en train de le faire. Pendant que je parle, ses yeux continuent à aller là. Oh oui, je t'observe quand même, même si je parle. Parfait. Ok. Voilà. Donc là, il y a plusieurs ressources qu'elle est en train de relier. Excellent. Prends le temps que tu as besoin pour relier ces ressources-là ensemble. Voilà. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais son petit doigt fait ça. J'avais dit que ça prend de l'observation. Ça, c'est ce qu'on appelle un signal idéomoteur. En d'autres mots, c'est un signe que son inconscient est actif et qu'il est en train de nous donner des messages. Donc ça, c'est ce qu'on apprend en hypnose, un signal idéomoteur. Pour moi, c'est un indicateur que le travail est en train de se faire. Parfait, super. Donc, on récapitule. Ce que tu veux retrouver, c'est le bonheur, bien évidemment, hein, oui. Et puis aussi être toi-même. Ok. Tout à l'heure, il y a une ressource qui était là-bas, que tu as appelée avec un cœur. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'autre pour faire en sorte de relier tout ça et de vivre dans ta prochaine relation amoureuse, qu'elle soit avec la même personne ou quelqu'un d'autre, mais prochaine dans le sens à venir, oui, pour vivre et t'autoriser à être pleinement dans être toi-même et dans ce bonheur-là. Oui, c'est normal, vas-y, il y a quelque chose qui montre, c'est correct. C'est bon. Prends le temps de l'accueillir, Gaëlle. Prends le temps de respirer. Prends le temps de respirer. Voilà, c'est ça, respire. Prends le temps de respirer. C'est ça. Donc tu accueilles, tu laisses monter, tu accueilles, c'est ça, c'est bon. Respire, accueille. Prends le temps de respirer. Voilà, c'est ça. C'est ça, comme ça. C'est ça. On respire. Voilà. Parfait. Et pendant ce temps-là, de laisser ton être intérieur aller chercher une ressource, quelque chose qui va être utile et aidant pour toi par rapport à ça. Maintenant que ça, c'est en train de se libérer. C'est ça, parfait. Qu'est-ce qui serait utile pour toi? Qu'est-ce qui t'aiderait? Et prends le temps de respirer, Gaëlle. Prends le temps de respirer. Je sais pas. Exactement. Alors, c'est parfait. Tu vois, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est exactement ça. C'est-à-dire que consciemment, volontairement, tu ne sais pas nécessairement.
Exact. Est-ce que tu accepterais d'aller vérifier qu'est-ce qui pourrait être une ressource à l'intérieur de toi sans que toi, tu saches nécessairement qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu accepterais ça? Oui. Oui? Ok. Alors voici ce qu'on va faire. D'accord? Le temps que tu respires bien. On va faire ce qu'on appelle un scan. C'est-à-dire comme un balayage de tout ce qui peut être autour de toi spatialement. Laisse tes yeux se promener naturellement et spontanément. Et ce qu'on cherche, c'est quelque part où il y aurait une ressource, quelque chose d'aidant et d'utile pour toi par rapport à l'atteinte de l'objectif que tu t'es fixé. Ah voilà, c'est là. Parce que là, tes yeux sont rendus fixes. Parfait. Donc, là-bas, tu dirais à quelle distance à peu près? Encore la chaise, parfait. Qu'est-ce que tu préfères faire? Tu préfères emmener ce qui est là, le relier à là-bas au cœur, ou tu veux le relier à ce qui est là-bas ou en haut? Dans quel ordre tu voudrais aller pour relier cette ressource? Oui, tu veux le relier avec quoi précisément? Avec celle-là. Ok, parfait. Donc si tu veux juste faire ton mouvement oculaire de l'un à l'autre, c'est ça, pendant le temps de respirer, et tu le relies à ce qui est là-bas aussi. Donc là, Gaëlle est en train d'aller chercher une autre ressource inconsciente en haut, qui n'était pas là tout à l'heure. C'est juste pour vous expliquer ce qui est en train de se passer. Voilà. Parfait. Prends le temps de bien respirer. C'est ça. Donc tu es en train d'aller chercher d'autres choses aussi. Ce que tu vas chercher en ce moment, Gaëlle, est-ce que c'est aidant pour toi? Oui, parfait. Je vérifie parce qu'on ne voudrait pas qu'elle aille chercher quelque chose qui est visible. D'accord? Donc on va faire des vérifications. Nous, ce qu'on cherche, c'est que des ressources. Que des ressources. Parfait. Donc continue à intégrer tout ça et à relier au rythme qui est le tien. Le temps que tu as besoin et d'arrêter quand c'est approprié et complet pour toi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en observant Gaëlle, je peux savoir quand elle aura terminé son processus. Comme là, elle n'a pas terminé, donc je vais la laisser continuer. Donc comment est-ce qu'on sait quand la personne a terminé? Vous n'avez pas posé la question, mais je suis sûre que vous l'avez cette question-là. Comment est-ce qu'on sait que c'est complet? Alors il y a plusieurs façons de le savoir. Une des façons, c'est que la personne va arrêter de faire des mouvements, elle va fixer, ce qui n'est pas encore arrivé pour l'instant pour elle. Voilà, elle est encore en train de faire des mouvements inconscients. Et l'autre façon de le savoir, c'est souvent les gens vont prendre une respiration. Voilà. Tiens. Parfait. Tu diras quand ce sera bon pour toi. C'est bon, parfait. Ok. Excellent. Je vais te demander, j'essaie d'aller dans le futur. On va s'amuser, on s'en va plus loin dans le temps. Je ne sais pas avec qui tu vas être dans le futur. Donc, si tu veux, pas voir quelqu'un en particulier, mais peut-être un ombrage, il y a quelqu'un, mais tu ne sais pas exactement qui nécessairement aujourd'hui. Donc, de te projeter dans le futur, à un moment donné, où tu es en vie de couple, avec quelqu'un, pour vérifier et valider comment ça se passe pour être toi-même et avec le bonheur. Donc, prends le temps de te projeter dans le futur. Dans le temps que tu veux. Peu importe le temps, c'est pas le temps qui compte, c'est dans le futur. Et tu me diras quand tu l'auras trouvé. Voilà, tu l'as. Est-ce que tu réalises où font tes yeux en ce moment? Oui, tu dirais où? Là-bas, ok, parfait. Donc ce qui est là, c'est ton futur désiré. C'est ton futur. C'est-à-dire une fois que c'est réalisé, que c'est atteint, c'est ça qui est là. Ok. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire
par rapport à cet espace-là? Est-ce que tu veux relier des ressources, tu veux relier ce qui était là? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour faire en sorte de faciliter pour toi l'atteinte de cet objectif? Est-ce que je vais faire le long? Oui. Le relier à cela. Ok, excellent. Donc vas-y, relie-le au rythme qui est le tien, en reliant cette ressource par rapport à cette projection future de ton objectif déjà atteint. C'est ça. Voilà. Oui. Parfait. Bravo. Là, vous avez vu, ces yeux ont arrêté à un moment donné. Donc, c'était l'indicateur que c'est terminé, c'est ça, c'est complet. Ok. D'accord, on revient ici. Ensemble. Ok. Dans les prochains jours, tu verras comment tu te sens, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui se met en place par rapport à ça. Mais là, il y a eu des réactivations de ressources et des ressources dans la mise en place de quelque chose que tu désires pour toi. D'accord? Donc c'est toi. Être toi-même, ça c'est toi, ça t'appartient, c'est dans ton contrôle, ça dépend de personne d'autre. Donc c'est ça que tu es allé chercher au niveau de ces ressources-là et de l'installer dans le futur, qui est le futur que tu désires, que tu veux. Ok. En termes, pas de contenu, parce que ça c'est l'histoire, en termes de processus et d'expérience, qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ce qui vient de se passer pour toi? Ça m'a fait plonger très très loin. Oui. Je sais très bien ce que c'est. Oui. C'est quelque chose que je ne contrôle pas. Je pense que ça vient de l'enfance. D'accord. D'accord. Donc il y a quelque chose qui a remonté, dans lequel il y a eu des installations de ressources qui viennent d'être faites. Voilà. Et puis tu l'as laissé monter librement. Voilà. Ok. Donc tu n'es pas resté pris avec. Voilà. C'est bien. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore à travailler pour toi? Est-ce que oui? Je pense que oui. Parfait. Donc c'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, il y aurait un autre travail à faire, comme tu le sais, où on irait installer d'autres ressources, par exemple, par rapport à la situation que tu as vécue. Et dans ce cadre-là, ça serait un cadre dit thérapeutique ou psychothérapeutique, parce que c'est quelque chose qui monte, qui est associé à une émotion ou à une tristesse ou à un conflit interne. Voilà. Je fais ça pour expliquer aux gens c'est la différence par rapport à une approche coaching ou une approche psychothérapeutique. Donc, dans ce cas particulier, la suite serait plus dans une approche thérapeutique. Voilà. Pour, même avec le mouvement oculaire, ce serait la même chose. Ok. Donc, laisse ton inconscient continuer à aller chercher toutes ces ressources qu'il a mis en place aujourd'hui. Et pour t'aider, dans les prochains jours, à accueillir tout ça et que ton inconscient t'aide à résoudre de la manière qu'il a mis pour toi. Et peut-être, si tu souhaites, consulter quelqu'un ou que les choses montent par toi-même. Tu as déjà quelqu'un que toi, vois ton regard. C'est bien, tu as ta personne clé là, qui va pouvoir t'aider avec ça. Magnifique, magnifique. Parce que l'idée, c'est de laisser monter quelque chose, mais si la personne a besoin d'une continuité, de ne pas la laisser comme ça. Donc on peut s'assurer qu'elle ait la possibilité d'avoir la continuité. Ça, c'est comme essentiel. Un gros merci à toi. Merci bien, merci à vous. Bravo. Un gros merci à toi. Alors, là, on est parti d'un objectif qui était relié à quelque chose qu'elle avait déjà vécu. J'ai dû vérifier si c'était approprié et écologique, bien évidemment, sauf dans cette situation-là. On a installé les ressources, mais il y a quelque chose qui était là, qui a surgi, qui est encore à travailler. Maintenant, les ressources sont installées, c'est déjà très bien, mais c'est juste pas suffisant. Mais évidemment, aujourd'hui c'est une démonstration, c'est pas une session privée, on s'entend. Et encore, c'est merveilleux qu'elle a accepté, et c'est venu naturellement, donc tant mieux. Elle s'est donné l'occasion de vivre ce qui était vraiment pour elle instantané, spontané, je peux dire, juste spontané. Qu'est-ce que vous avez comme commentaires ou questions
Je vais peut-être passer ça. Oui. On va prendre quelques minutes pour conclure cette soirée. S'il y en a d'entre vous qui ont des commentaires ou des questions auxquelles je pourrais répondre. Un courageux, bravo. Oui, ma question à savoir par rapport au quand vous contactez une source, un appel, est-ce que c'est évolutif? Oui, la vie, par exemple, ça peut être différent, pour la même chose. Oui. Je sais pas, Oui. par exemple, oui. c'est quelque part oui. que le lendemain, plus tard, Oui. ailleurs. Oui, alors c'est une très très bonne question. Je vais l'expliquer toujours avec la métaphore de la maison. Okay? Disons que ma ressource, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit deuxième tiroir de la cuisine en bas. Donc je vais prendre ma ressource, c'est quelque chose pour cuisiner, et je vais le prendre et l'enlever de la cuisine et de l'emmener ailleurs. Parce que je voudrais prendre en note qu'est-ce que c'est pour en faire un cadeau à quelqu'un. Donc la prochaine fois que je vais aller dans le tiroir, deuxième tiroir en bas, ça ne sera plus là. Parce que je l'ai emmené avec moi ailleurs. Donc ta question est très pertinente, c'est-à-dire que les ressources, comme des situations objectives ou autres, peuvent changer de place. Ils changent de place si on les emmène avec nous. Et c'est évolutif, dans ce sens-là. Oui, absolument. Et c'est pour ça que ça demande aussi de l'observation, pour bien valider si ça a changé de place, pour quelles raisons ça a changé de place, et si la personne a bien emmené les ressources avec elle. Oui, tout à fait. Merci. D'accord, donc peut-être que vous n'avez pas de questions maintenant, mais vous attendez la pause tout à l'heure, parce que je vois qu'il y a des trucs là-bas. Peut-être pour me poser des questions ou de poser des questions aussi à Didier par rapport à l'approche de ce qui s'est passé. Si jamais vous avez un désir ou un intérêt à en savoir plus, sachez que Didier donne des conférences aussi sur le EMA, donc vous pouvez le rencontrer, lui parler, et puis il y a plusieurs personnes qui ont suivi la formation dans la région qui pourraient vous parler aussi de leur expérience. Aussi, on a une page Facebook qui est EMA AMO, où il y a des vidéos de démonstration gratuites de différentes utilisations du EMA et aussi avec les jeunes enfants. C'est-à-dire que le EMA peut être utilisé autant avec les adultes qu'avec les enfants. Donc ça peut être intéressant pour certains d'entre vous si vous voulez savoir comment l'appliquer avec les jeunes. Donc sur la page Facebook, il y a des vidéos, il y a des démonstrations, voilà. Donc ça peut être aidant pour vous si vous avez un intérêt à en savoir plus sur l'approche. Et Didier, sur les bourses humaines, va donner des formations de niveau 1 et de niveau 2 en janvier. Donc, je lui disais, c'est parfait, janvier, c'est après la période des fêtes, c'est le temps des cadeaux, vous savez. Donc, on se fait un cadeau pour le début de l'année, pourquoi pas. Pourquoi pas. Autant pour vous personnellement que peut-être pour les gens qui sont du métier de l'accompagnement. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être venus ici ce soir pour expérimenter un peu pour vous. Et je vous dirais de vous souvenir où vous avez fait vos propres repérages de votre objectif déjà atteint et réalisé. Parce que ça, c'est une ressource que vous allez pouvoir réutiliser, possiblement dans les prochains jours, pour atteindre un nouvel objectif pour vous. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup Isabelle. Je voulais aussi amener le témoignage d'une personne qui voulait venir ce soir pour témoigner. Il peut y avoir de temps en temps des sessions longues où la personne est obligée de revenir 3, 4 fois, et parfois des sessions courtes où une fois suffit. Et j'ai pour souvenance, les personnes dans la salle la connaissent, d'une dame qui est venue et elle me disait qu'elle était désolée, navrée, qu'elle ne puisse pas accompagner son fils à la piscine, parce que déjà entrer dans l'enceinte de la piscine pour elle c'était horrible. Et elle est venue, on a fait une séance ensemble où on est allé chercher des ressources qui étaient très très fortes pour elle. Et puis c'était en juin cette année et je ne l'ai pas revue, sauf en septembre, elle est venue s'inscrire pour les séances de méditation.
Et puis c'est au mois d'octobre, elle est venue me voir comme ça, elle a dit oh, en fait, je vous ai pas dit, je nage toutes les semaines. Et la dernière fois que j'ai fait d'ailleurs une formation en EMA, elle a voulu témoigner, enfin en parler aussi. En fait, ce qui se passe maintenant pour elle, c'est que nager est devenu comme un moment de méditation. Et la dernière fois, elle me disait que c'est parce que la piscine est fermée qu'ils m'ont presque sorti de l'eau, parce qu'en fait, elle était partie en méditation constante. Et surtout, c'était le plaisir de pouvoir partager avec son enfant. Je ne sais pas si tu veux témoigner aussi pour... Oui. J'ai eu l'occasion de faire une séance de EMA avec par Didier pour l'arrêt du tabac. Il y a 2 ans, le 16 septembre 2013, j'ai eu besoin d'une séance pour arrêter de fumer. Je ne fume plus depuis et c'est ferme et définitif dans ma tête. C'est pas la première fois que j'arrête. Les autres fois, je ne me sentais pas du tout comme je me sens maintenant. Je me sens vraiment catégorique. Ce que je n'avais pas ressenti les autres fois. Et merci, quoi. Je me sens libre. Je dis ça à tous les fumeurs. Merci. Merci Delphine. Puis la coïncidence, c'est que aussi j'avais rencontré le EMA parce que je voulais arrêter de fumer. J'avais entendu parler d'Évrard Borois Stache de Biformation à Bordeaux. Et j'ai pris un rendez-vous avec lui, je ne savais pas trop ce qu'il attendait, et puis il m'a fait un truc bizarre avec les yeux, il fallait suivre, j'ai été particulièrement surpris, d'autant plus que la deuxième fois où je suis retourné le voir, j'avais déjà arrêté de fumer, c'était comme une confirmation dont j'avais besoin. Et ça m'a tellement intrigué que j'ai décidé d'apprendre cette technique, et puis de fil en aiguille, de l'enseigner. Et j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir suivre la formation avec Isabelle David. Voilà. Il y a des petites choses à boire, il y a des petites choses à manger. Vous aviez oui, c'est ça. Un endroit où vous pouviez laisser votre nom. Il y a une petite boîte, la petite boîte rouge là, sur la table, dans laquelle vous pouvez mettre les fiches. Si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à l'écrire. Sinon, vous avez les coordonnées et je répondrai avec plaisir. On mettra la vidéo également de cette conférence en ligne, comme ça vous pourrez retrouver vos ressources que vous avez contactées pendant cette séance. Et merci à vous d'être venus. À bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir.